l'apprenti historien que je suis. Petite pause technique. Oui. Merci. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Hop, ça prend 10 secondes. Donc, l'athlétisme, en termes d'étymologie, il faut savoir d'où ça vient. D'accord? L'athlétisme, ça vient de agon, qui veut dire combat. Donc, c'est-à-dire, quand vous proposez athlétisme à vos élèves, vous les amenez au combat. Donc, c'est pas neutre comme étymologie. Là, quand on parle de sens anthropologique des activités, on est en plein dedans. D'accord? Donc ça, j'ai repris Roger Caillois, hein, c'est une classification qui est des activités et des jeux qui est connue, mais vous allez voir que pour construire les situations en demi-fond, c'est intéressant de balayer ces différents champs de pratique entre le combat, le simulacre, le vertige et le hasard. Et pour que les élèves soient mobilisés, on peut justement combiner ces différentes choses. On le verra après. Et j'ai même trouvé chez Michel Bouet, un philosophe, la notion d'ascèse accolée à celle d'athlétisme. Donc c'est intéressant de voir l'étymologie aussi d'ascèse. L'ascèse, c'est le moine ascétique qui s'enferme dans sa réserve et qui va s'infliger une conduite morale, d'accord, une éthique de vie très contraignante pour justement atteindre peut-être une dimension transcendante, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ascèse, c'est s'appliquer une conduite de vie et l'athlétisme, c'est un peu ça. Et donc, une citation de Maurice Baquet que je trouve très intéressante parce que, voilà, ça date de 1949, mais en 2017, ça marche toujours. Ça marche toujours. Hein? Je vous la lis juste, les passages intéressants. L'athlétisme, c'est un sport humiliant et décourageant pour la masse des débutants. Pour ceux qui sont pas bons, voilà, ils vont être confrontés à la logique de la performance et ça se voit tout de suite. Ceux qui ne sont pas bons, t'es dernier, mon petit gars, tant pis pour toi. Tant pis. C'est saturé en activités techniques et liées aux ressources des individus. Donc, c'est pas facile. L'athlétisme, c'est une activité pas facile, mais c'est ce qui fait aussi sa richesse. D'accord? Alors, je poursuis, j'essaye d'aller vite parce que c'est pas le... Mais il faut bien comprendre cet ancrage-là lié aussi au sport de base. Hein. Donc du coup, quand on travaille sur l'activité sociale de référence, on se rend compte qu'il y a une galaxie de pratiques qui sont très diverses. Très diverses. Entre la course de durée, la course en durée, les 20 minutes, le demi-fond, toutes ces activités-là, voilà, elles existent et l'enseignant d'EPS, il a une difficulté à identifier de quelle activité sociale de référence on parle. D'accord? C'est une galaxie de pratiques professionnelles qui sont problématiques. Quand on fait du 20 minutes, par exemple, on n'est pas dans du demi-fond. Ça, c'est clair. Et généralement, les enseignants, historiquement, d'éducation physique, ont réduit le demi-fond au développement des ressources aérobies, principalement. D'accord? Développement des ressources aérobies, donc construction d'habitudes de santé, et voilà, la boucle est bouclée. Demi-fond, jogging, santé, et on est sur une activité qui est finalisée par rapport à cet habitus-là de santé, de développement des ressources aérobies. Et du coup, la question se pose aussi de l'allure de pratique. Là, je vous invite à lire le dossier, je crois que c'est 54 de la revue EPS, où c'est Bernard Baudin en tant qu'IPR qui raconte une inspection qu'il a faite dans un cours, c'est dans la préface, et il dit, c'est un discours entre deux élèves, il dit, ces deux élèves qui sont en train de pratiquer, il y en a un observateur, l'autre coureur, et l'observateur lui dit, non, tu vas trop vite là. Et là, le coureur lui dit, non mais si je vais moins vite, je marche. Donc, est-ce que ces élèves-là sont en train de vivre une activité de demi-fond? Je ne pense pas. Ils sont en train de construire une allure régulière, certes reproductible, mais qui ne correspond pas vraiment à l'essence de l'activité de demi-fond. D'accord? Par contre, quand on est dans cette logique de projet, quand on est sur une allure régulière mais peu intense, c'est plus facilement reproductible. Mais ce n'est pas le sens de l'activité, on va le voir après. J'en arrive aux anciens programmes. Pourquoi je vous présente les anciens programmes? Parce que en rouge, en jaune et en noir, en noir sur noir on ne voit pas, mais ce sont les trois éléments qui, moi, me semblent essentiels en demi-fond. D'accord? Ce sont les éléments qu'on va retrouver et que
je vais essayer d'articuler. Donc, en rouge, on va être pour moi sur la question de l'intensité. En jaune, on va être sur la question de la projection à travers un projet. Et en noir, on est sur la question de la durée. D'accord? Au lycée, on retrouve les mêmes dimensions. Donc on voit bien que les anciens programmes de collège et de lycée étaient quand même relativement cohérents par rapport à ça. Il y avait une articulation, on retrouvait les mêmes éléments sur lesquels on allait travailler, c'est-à-dire que la compétence, elle se construisait par rapport à ces grands champs, ces grands pans de la compétence. D'accord? Je vous ai mis les nouveaux programmes. D'accord? On voit que là, c'est plus tout à fait la même chose. Dans la logique, dans la structure, dans l'organisation, c'est plus tout à fait la même chose. Il y a des attendus de fin de cycle, des compétences travaillées pendant ce cycle et des exemples de situations. Et là, on voit activité athlétique. Pas très précis tout ça. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Au cycle 4, même démarche, attendu de fin de cycle, compétences visées et des exemples de situations, mais de manière aussi très peu précise par rapport à ça. Par rapport à ces textes, l'idée, pour nous, c'est d'être dans une vision, c'est noté là, proscriptive. Et ça, les nouveaux textes le permettent. D'accord? Une vision prescriptive, c'est il faut faire ça. Et les anciens programmes étaient plus prescriptifs que les nouveaux. Le problème, l'écueil, c'est que les nouveaux programmes ne donnent pas trop de pistes sur ce qu'il faut faire. On le voit, les anciens programmes étaient plus carrés. Et ça peut dérouter, effectivement. Mais l'écueil des anciens textes, c'était ça. En demi-fond, il y avait des collègues, et moi aussi, je suis passé par là, qui systématisaient à chaque leçon le 3-6-9. Les gamins vivaient à chaque leçon le 3-6-9. Mais en même temps, il faut passer par une phase de répétition pour que les élèves stabilisent un projet de performance et soient capables de courir à 0,5 km/h près de VMA. Face à un projet de course à 0,5 km/h près. C'est pas facile, hein. 0,5 km/h près, c'est hyper précis dans la compétence. Et 3 x 500 au bac, je l'ai vu aussi, un collègue, en première, cycle de demi-fond, 3 x 500, leçon 1 à leçon 10. Terminale, leçon 1, 3 x 500, évaluation, 3 x 500. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 20 fois 3 x 500 dans leur parcours de... C'est plus du conditionnement que une construction de compétences. Par contre, les gamins, la moyenne, ils étaient tous performants. Ils étaient tous capables de dire leur projet, etc. Donc la moyenne des élèves au bac, elle était très élevée. Est-ce que ces élèves-là étaient compétents? Je ne pense pas. Si on change par exemple l'allure, où on leur dit, voilà, vous allez courir un temps plus long ou plus court, ou vous variez l'allure, les gamins seraient paumés. On change un paramètre, ils sont perdus. D'accord? Donc, cette idée de situation de course à pied, CAP c'est course à pied, hein, c'est pas le... Je précise. Construire des situations de course à pied en agissant de manière... Alors, trialectique, c'est pour dire qu'on met 3 choses en relation. Eh ben voilà. C'est cette dimension-là qu'il faut avoir en tête. Le demi-fond, c'est mettre en relation durée, intensité. Et je rajoute stratégie. Oui. Est-ce qu'on pourrait rajouter effet? Durée, intensité, effet. Alors, c'est une bonne question. Et là, on bascule, on est à la frontière CP1, CP5. Oui, il est cependant. Ah ben complètement. Mais moi, je mets ça là-dedans. Oui, la stratégie, je l'envisage comme la connaissance en fait de ces ressentis dans l'action et la capacité à se dire, bon ben voilà, là j'ai tout donné dans la course précédente, je vais peut-être y aller moins fort dans la course suivante. Donc c'est effectivement un élément très important dans la connaissance de soi. Il arrive chargé normalement. Il nous a mis au défi. C'est dans le coffre. C'est dans le coffre. C'est dans le coffre. Ah, c'est entre nous. Hein. Ah ben j'ai rien dit moi. Vous n'êtes au courant de rien. On verra ça à midi. Donc,
Donc vous voyez que cet aspect trialectique là, c'est un gros mot trialectique, mais ça montre bien qu'il y a une tension entre trois choses. D'accord? Et du coup, eh bien on arrive là, et je vais basculer, je vais arrêter le PowerPoint, je vais basculer sur les avancées du groupe sur les nouveaux programmes. C'est-à-dire que chaque équipe pédagogique, elle se doit de fonder une compétence clé. Et la compétence clé que moi, en demi-fond, j'ai fondée, c'est ça. Se préparer et réaliser une performance combinant différentes actions par la mise en œuvre d'une gestion d'un projet de performance individuel ou collectif qui se donne à voir à travers la gestion et l'animation d'un concours. Ça fait un peu large, mais c'est fait exprès. Une compétence est complexe, normalement. Je quitte le PowerPoint et je bascule sur les propositions du groupe. Donc ça, je ne vous donnerai pas le document support par rapport à ça, parce que c'est un document de travail. Donc, par contre, vous avez le droit de prendre des notes, évidemment, à partir de ça. Mais sur les nouveaux programmes, la question, le travail des équipes pédagogiques, c'est vraiment de concevoir cette compétence clé en articulant les domaines du socle et les acquisitions, les attendus de fin de cycle. J'irai même plus loin, les attendus de fin de séquence. D'accord? Vous voyez bien la logique qui se trame derrière. Nous, nos IPR, ils nous présentent, voilà, ce type de tableau où sur la gauche, ici, la colonne, ce sont les domaines du socle et en quoi l'éducation physique est contributive au domaine du socle. Et la ligne jaune, ce sont les attendus de fin de cycle et on aboutit à une construction, voilà, c'est l'interface entre les deux et on est sur quelque chose de, on va dire, découpé. Comment on va dire, articulé, mais voilà, on a découpé tous les éléments pour en faire quelque chose de rationnel, quoi. Et le problème, c'est que, vous allez voir, ça aboutit à ce type de tableau. Il n'y a pas d'IPR ici, il y a une charge de mission. Donc, ça fait usine à gaz. Ça fait usine à gaz parce que on voit rien. Ben, c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pour dire que c'est pas fonctionnel. Mais ça, vous le retrouverez sur Internet, sur EduSchool, vous tapez, vous avez ces tableaux-là. Mais c'est les documents d'accompagnement. Mais le problème, c'est... Non, mais de toute façon, c'est trop petit, on voit rien. Mais c'est comme les grilles. C'est déjà mieux. Laisse comme ça. Après, le CEDREP, si je peux me permettre, oui. Dans un des derniers ouvrages, il a proposé un tableau de mise en relation qui est plus lisible, à mon avis. Ah, mais je pense que c'est ce travail-là de rendre intelligible et lisible ces tableaux-là pour que les collègues se l'approprient. Tout l'enjeu pour nous, hein, des nouveaux programmes, c'est de construire une logique entre les domaines du socle et les attendus de fin de séquence. Et c'est par la construction de compétences clés. Alors cette notion de compétences clés, c'est vraiment l'articulation entre le socle, c'est-à-dire que votre compétence clé, elle doit vraiment être soclée. Les 5 domaines du socle, ils doivent être présents dans la compétence. C'est pour ça qu'elle doit être large, la compétence. Et en même temps, elle doit être culturellement située. Donc, elle doit être liée aussi aux attendus de fin de séquence et de fin de cycle. Je parle d'abord d'attendus de fin de séquence parce que l'attendu de fin de séquence, ça donne quand même des repères. Quand on est au cycle 4 et qu'on ne parle que d'attendu de fin de cycle, c'est compliqué. 3 ans, là, je pense qu'il faut baliser le parcours de formation de l'élève en étant précis sur les attendus de fin de séquence. Yes. Vous entendez quoi par fin de séquence? Fin de module? Module, c'est... Ouais, nous on appelle ça fin... Le cycle 3 et le cycle 4, c'est séquence. Je sais pas pourquoi il y a deux terminologies différentes, mais... Non. Dans l'académie, le module, c'est ce qui était le cycle. Oui, c'est ça. 10 heures d'enseignement. C'est ça. Pour moi, attendu de fin de séquence, c'est un cycle. C'est un cycle, voilà, 10 leçons. Tu dis le cycle parce que sinon... C'est ça, il y a une confusion. Mais
ça c'est pas plus mal parce que tous les autres collègues parlent de séquences d'enseignement. Dans les autres disciplines, ils sont, je suis sur ma séquence, voilà le roman. Et donc leur séquence dure 3, 4, 5, 6 leçons. Et après, est-ce qu'ils évaluent à chaque leçon? Bon, ça peu importe, mais ils sont sur une temporalité qu'ils appellent séquence. Et je trouve pas ça plus mal que l'EPS se cale sur cette terminologie-là. Hein, cycle, ça fait trop sportif entre guillemets. Mais bon, ça c'est cette construction de cycle là, ça date un peu, mais donc du coup, la logique qu'on essaye de mettre en avant dans le groupe, c'est vraiment une conception intégrative, c'est-à-dire que la compétence clé, elle intègre, elle est partout, d'accord? Et donc si je prends, alors il y a des schémas, c'est un peu, si je prends ma compétence à moi, vous allez voir qu'elle reprend tous les attendus de fin de séquence ou de fin de cycle, et puis ça aussi, ça y est, quoi. D'accord? Je vous laisse la lire et vous imprégner de la compétence si vous voulez. Et comment tu intègres alors en demi-fond l'attendue fin de cycle 2 qui parle de combiner? Là, je vais en parler après. Parce que la grosse nouveauté dans le champ d'apprentissage numéro 1, c'est quand même cette introduction des épreuves combinées. Parce que si on regarde les documents d'accompagnement, il y a un triathlon athlétique au cycle 4, et puis il y a des activités athlétiques. Donc, j'ai pas d'avis spécialement, mais j'ai un avis personnel. Après, je sais pas comment ça va se passer pour le recrutement, par exemple, des collèges. J'aimerais pas être à votre place par rapport à ça, mais j'aimerais pas non plus être à la place du jury, qui vont devoir aussi se positionner. Et c'est pas une année facile. Ouais. Après, ce qui est dit et ce qui peut peut-être nous aider à sortir de la difficulté, c'est que chaque module d'apprentissage ou séquence n'est pas obligé de viser tous les attendus. C'est ça. C'est-à-dire que cet attendu-là qui nous pose problème, entre guillemets, il peut être mobilisé à un moment donné, mais il n'est pas obligé d'être mobilisé dans tous les cycles de c'est ça. Si je reviens sur le diaporama. Juste une question. Ouais. Est-ce que vous, dans chaque APSA, par rapport au groupe plaisir, vous voulez répondre à chaque attendu de fin de cycle? En fait, c'est ça, vous voulez faire rentrer. C'est-à-dire que c'est des focales qui vont se donner à voir à certains moments. Après, c'est sur la temporalité du cycle. On parle bien de parcours de formation. Donc, c'est des focales qui vont se faire sur certaines dimensions de la compétence. Mais la compétence, elle doit être suffisamment large pour intégrer tous les éléments des attendus de fin de cycle. Mais c'est pas là-dessus qu'on va insister, quoi. Mais comme vous, on fait des choix. On cible et on fait des choix. Donc, si on en vient maintenant aux épreuves combinées, pour moi, il y a 3 possibilités. Et ces 3 possibilités, ça dépend de la définition qu'on va donner des épreuves combinées. Le premier choix, c'est chaque épreuve qui compose l'épreuve combinée est envisagée de manière stricte et différenciée. Donc, on a des concours de spécialité et c'est même sur des séquences d'enseignement ou des modules, comme vous appelez, différents. C'est-à-dire qu'on va avoir un module de saut, un module de lancer, un module de course et il y a une juxtaposition de cycles. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que les épreuves combinées, c'est envisagé comme l'enchaînement de spécialités au sein d'une même séquence, mais pareil, de manière différenciée. Donc, c'est-à-dire que anciennement, je suis sur un cycle athlétique, mais je vais faire, par exemple, une leçon de saut, une leçon de lancer, une leçon de saut, une leçon de lancer, une leçon de course, et ainsi de suite. Et il y a une juxtaposition de concours athlétiques. Et la troisième modalité, entre guillemets, troisième conception, qui me semble plus riche, mais aussi plus problématique à mettre en œuvre, on va le voir, j'ai une vidéo, c'est on construit, alors pour le coup, on va appeler ça une forme scolaire de pratique ou une forme de pratique scolaire, ça dépend de la conception que l'on a.
un triathlon ou un duathlon inspiré du... là, pour le coup, vous allez voir l'épreuve, c'est inspiré du biathlon en ski, où dans la même épreuve, les élèves vont enchaîner des actions athlétiques, courir, lancer. Et ça questionne. Ça questionne. Je vous montre la vidéo avec des vrais élèves. Donc, allez-y, emparez-vous de cette possibilité de construire des formes de pratique qui sont proscriptives. Après, ça demande un boulot collectif, quoi, effectivement. 10h moins 10. J'ai encore 15 diapos, mais on va aller sur le stade. On va aller sur le stade. Juste termine par cette diapo. En gros, on était sur la construction de milieux pédagogiques mobilisateurs. Mais on ne peut pas faire fi de l'effort athlétique, je vous l'ai montré. Donc à un moment donné, Jean-Luc Ibaldi, il parle de grandes boucles, petites boucles. Je préfère la référence, enfin moi j'utilise plutôt la référence d'Auguste Listello, forme de travail, forme jouée. Mais l'idée qu'il y a derrière est la même. C'est-à-dire que dans une leçon d'éducation physique, il va falloir confronter les élèves à cette forme de travail, où là on va confronter à la dimension technique ou énergétique, où il va falloir, on est sur un effort qui est intense, une technique qui est complexe à construire, et puis une forme jouée, expérientielle, où on va valoriser la dimension ludique à travers des jeux, etc. Mais c'est une interaction constante, quoi. Il faut ne pas être tout le temps tout en haut et tout le temps tout en bas non plus. L'expertise de l'enseignant, je pense qu'elle se construit là-dedans, quoi. D'accord ? Il y a plein d'autres diapos, mais j'avais dit que je terminais. Thierry Chauffin qui propose en demi-fond s'accomplir ou se dépasser. Et il y a différents mobiles d'agir qui sont liés à des intensités. Et il laisse aux élèves le choix de l'intensité. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de partir des mobiles. Et le demi-fond, on est clairement là-dessus. On est sur le dépassement de soi. Alors qu'il y a plein d'élèves qui sont dans la logique, moi je veux juste finir, monsieur. Je veux pas me mettre dans le rouge, quoi. Et nous, on leur dit, on est sportifs, nous on comprend cet objectif-là de dépassement de soi. S'accomplir ou se dépasser, c'est Isabelle Keval, la philosophe qui est dans qui propose cette catégorisation-là. C'est assez intéressant. Et dernière diapo, promis, c'est si je devais construire un espèce de curriculum comme ça en demi-fond, ce serait au collège, cycle 3 et cycle 4, on propose du demi-fond à travers des épreuves combinées sous la forme peut-être qu'on a présentée. Au lycée, un cycle de demi-fond, un cycle de course en durée à travers CP1, CP5. Et pour moi, la frontière, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Et puis en terminale, l'élève choisit de s'accomplir ou de se dépasser. Il fait ce choix qui là pour le coup est éclairé et traduit, voilà, je suis à la fin de mon parcours de formation et je suis capable d'aller dans une direction qui est liée au dépassement de soi, et donc je vais plutôt aller vers le demi-fond, ou alors je vais être dans l'accomplissement de moi à travers plutôt de la gestion d'une vie physique, etc., avec une pratique plus modérée, moins liée à la performance, et donc c'est plutôt de la CP5. Donc cette idée de temporalité-là, elle me paraît intéressante, je trouve. 10h moins 5, le temps d'aller sur le stade, de vous échauffer. J'ai passé 20 diapos, mais c'est pas grave. Vous l'aurez le document, donc c'est dur d'être synthétique. Hein. Tellement de choses à dire. Les deux. Tu vois, tu fais par exemple seconde demi-fond, première course en durée, et terminale, tu choisis. Ça, ce serait pour moi l'idéal.
J'ai pas dit que je le faisais. Parce qu'après, ça peut poser aussi le problème du fait que les élèves, pour le passer au bac, il faut qu'ils aient fait deux cycles. Sur la CP5. Ouais. Comme ils n'ont pas connu. Ouais, effectivement. Après, tu peux proposer par exemple step demi-fond en seconde. Ouais. Et course en durée. Et là, tu as tes 2 cycles en CP5. Ah ben, tu vois, nous dans notre bahut, on n'a pas ça. On a step, on fait que step. Tu vois, et on a step de la seconde à la terme. Donc ils vivent 3 cycles. Et compliqué. Et ils peuvent se dépasser la CP5. Ah ben, bien sûr. Enfin, pour moi, cette classification, enfin, je veux dire, c'est. Mais là, c'est la remarque de la collègue. C'est vrai? Ah bah si j'ai des. Parce qu'en fait. C'est comme. Simulacre, ouais. C'est la classification de Roger Caillois. En fait, il classe les jeux en. Les jeux, c'était du simulacre, c'était de la.